L'avion tonneau italien qui terrorisa les ingénieurs d'Hitler en 1932. Un matin glacial d'octobre 1932, le pilote d'essai Domenico Antonini se tenait sur l'aérodrome de Taliedo, près de Milan, fixant du regard la chose la plus absurde qu'il avait jamais vue de toute sa carrière. Devant lui se dressait un cylindre bleu ciel et crème, court et gros, comme un tonneau de vin géant avec deux ailes minuscules qui semblaient avoir été arrachées à un autre avion et collées par erreur sur les côtés de ce tube volant. Le cockpit formait une bosse ridicule sur le dessus, comme une verrue sur le dos d'un crapaud. Antonini avait piloté des dizaines d'appareils expérimentaux pour la compagnie Caproni. Certains étranges, d'autres dangereux. Mais jamais il n'avait dû monter dans quelque chose qui ressemblait autant à une blague cruelle. Les mécaniciens autour de lui échangeaient des regards nerveux. L'un d'eux murmura que cet engin ne pourrait jamais quitter le sol, qu'il allait exploser au décollage ou tomber comme une pierre. Un autre ricana, déclarant que le comte Caproni avait finalement perdu la raison après toutes ces années à construire des monstres volants. Mais les ordres étaient clairs. Le ministère de l'Air exigeait ce vol d'essai aujourd'hui même. Antonini était le seul assez fou ou assez compétent pour tenter l'impossible. 3 ans plus tôt, un ingénieur aéronautique nommé Luigi Stipa avait frappé aux portes du gouvernement fasciste avec des plans que tout le monde jugea délirants. Stipa n'était pas un rêveur ordinaire. Il avait interrompu ses études pour combattre dans les rangs du corps des Bersagliers pendant la Grande Guerre, puis était revenu terminer non pas un mais plusieurs diplômes, génie civil, hydraulique, aéronautique. Il travaillait désormais comme inspecteur général de la division d'ingénierie de l'armée de l'air, un poste respecté qui rendait encore plus étonnante sa proposition, complètement folle. Stipa était obsédé par le principe de Bernoulli, cette loi de la physique des fluides qui stipule qu'un liquide ou un gaz accélère quand il passe à travers un tube qui se rétrécit. En tant qu'ingénieur hydraulicien, il avait passé des années à étudier comment l'eau se comportait dans des tuyaux de différents diamètres. Puis un jour, une idée le frappa comme la foudre. Et si on appliquait ce principe à l'air et aux hélices d'avion? Et si on enfermait une hélice à l'intérieur d'un tube, forçant l'air à se comprimer et à accélérer? Pendant des mois, Stipa travailla seul dans son bureau, couvert de calculs complexes, déterminant la forme exacte que devait avoir ce tube pour maximiser l'efficacité. Il dessina des centaines de croquis, testa des modèles réduits dans des souffleries improvisées, ajusta chaque courbe du Venturi jusqu'à obtenir ce qu'il appelait fièrement une hélice intubée. Ses collègues le regardaient avec pitié. Certains suggérèrent qu'il avait trop travaillé, que le stress l'avait rendu fou. D'autres ricanèrent derrière son dos, disant que Stipa confondait les avions avec les systèmes de plomberie. Mais l'ingénieur ignorait les moqueries. Il savait qu'il avait découvert quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui pourrait transformer l'aviation pour toujours. Il publia ses recherches dans la Rivista Aeronautica, accompagné de dessins détaillés montrant un petit avion monoplace dont tout le fuselage n'était qu'un immense tube, avec une hélice suspendue au centre. Les réactions furent immédiates et cruelles. Les journalistes aéronautiques décrivirent son invention comme une abomination, une insulte aux lois de l'aérodynamique. Les ingénieurs établis affirmèrent que ce design violait tous les principes connus de la construction aéronautique. Comment un cylindre si court et si gros pourrait-il voler? Où était l'élégance, la finesse nécessaires pour fendre l'air? Mais Stipa avait un allié inattendu, le régime fasciste de Mussolini. En 1932, l'Italie cherchait désespérément à prouver sa supériorité technologique au monde. Le gouvernement voulait des innovations audacieuses, des projets spectaculaires qui feraient de la une des journaux internationaux. Et quoi de plus spectaculaire qu'un avion qui ressemblait à un tonneau volant? Les autorités accordèrent à Stipa les fonds nécessaires. Mais il restait un problème majeur, trouver un constructeur assez audacieux pour fabriquer cette machine insensée. La plupart des compagnies aéronautiques refusèrent poliment, invoquant des contraintes techniques ou des calendriers chargés. En réalité, personne ne voulait associer son nom à ce qui serait certainement un échec retentissant et humiliant. Il n'y avait qu'un seul homme en Italie assez téméraire pour accepter ce défi impossible, le comte Gianni Caproni di Toledo,
le constructeur légendaire qui avait bâti le premier avion italien en 1910 et qui adorait les projets que les autres jugeaient impossibles. Caproni était célèbre pour avoir construit, pendant la Grande Guerre, des bombardiers géants qui terrorisaient l'ennemi, puis pour avoir créé, après l'armistice, le monstrueux K-60, un hydravion de 9 ailes et 8 moteurs qui s'était écrasé lors de son unique tentative de vol. Les ingénieurs conventionnels le considéraient comme un excentrique dangereux, mais le comte adorait prouver que l'impossible pouvait devenir réalité. Quand Stipa présenta les plans du tonneau volant, Caproni examina les dessins pendant plusieurs minutes dans un silence total, puis éclata « Ce serait le projet le plus amusant de toute sa carrière ». Les ouvriers de l'usine Caproni furent moins enthousiastes. Lorsqu'ils reçurent les instructions de construction, beaucoup crurent à une plaisanterie. Le fuselage devait mesurer seulement 5,88 mètres de longueur pour un diamètre presque aussi large, créant une silhouette grotesque défiant toute logique aéronautique. Les ailes elliptiques, d'une envergure de 14,28 mètres, paraissaient minuscules par rapport au corps tubulaire. Pire encore, ces ailes devaient traverser complètement le tube et la nacelle du moteur au centre, une configuration jamais tentée auparavant. Le moteur choisi était un de Havilland Gypsy, 3 de 120 chevaux, une puissance ridiculement faible, même pour l'époque. Ce moteur était monté dans une nacelle suspendue exactement au milieu du tube, avec l'hélice positionnée au bord d'attaque. Cette disposition créa un problème mécanique majeur. L'hélice ayant presque le même diamètre que le fuselage lui-même, le train d'atterrissage devait être extrêmement court, rendant l'avion instable au sol. Le cockpit biplace était installé dans une bosse au sommet du tube, offrant au pilote une visibilité catastrophique. Les surfaces bombées à l'avant et à l'arrière bloquaient presque complètement la vue pendant le décollage et l'atterrissage, transformant ces manœuvres en actes de foi aveugles. À l'arrière du cylindre, une minuscule gouverne de direction et des gouvernes de profondeur étaient fixées directement dans le flux d'air, si petites qu'elles semblaient des accessoires décoratifs plutôt que des surfaces de contrôle fonctionnelles. Quand la construction fut terminée et que l'appareil reçut sa peinture bleu ciel et crème rappelant les avions de course, même les ouvriers qui l'avaient assemblé refusaient d'y croire. Certains pariaient que la machine ne tiendrait pas debout sur son train d'atterrissage ridicule. D'autres juraient que le tube s'effondrerait sous son propre poids dès qu'on essaierait de rouler sur la piste. Les journalistes qui vinrent photographier l'engin pour les journaux techniques explosèrent de rire en le voyant. Un reporter français écrivit que l'Italie avait construit le premier avion conçu spécifiquement pour ne jamais voler. Un journaliste britannique suggéra que Mussolini cherchait à ridiculiser son propre pays devant le monde entier. Les caricaturistes s'en donnèrent à cœur joie, dessinant des tonneaux de vin avec des ailes, des tubes de poêle volants, des cheminées équipées d'hélices. Les experts internationaux furent invités à examiner le prototype avant le vol d'essai. Leur verdict fut unanime et brutal. Cet appareil représentait une catastrophe aérodynamique. Le tube créait une traînée monstrueuse qui annulerait tout avantage théorique de l'hélice intubée. Le moteur faible ne pourrait jamais générer assez de puissance pour vaincre la résistance de l'air. Les surfaces de contrôle étaient grotesquement sous-dimensionnées. La visibilité depuis le cockpit garantissait un accident mortel. Un ingénieur allemand calcula que même si, par miracle, l'engin parvenait à quitter le sol, il ne pourrait jamais dépasser la vitesse d'un cycliste roulant sur une route plate. Les représentants du ministère de l'Air commencèrent à regretter leur décision. Ils avaient voulu impressionner le monde avec l'audace technologique italienne, mais ils allaient offrir au monde entier un spectacle d'incompétence et de folie. Certains fonctionnaires suggérèrent d'annuler discrètement le projet, de détruire le prototype pendant la nuit et de prétendre qu'il n'avait jamais existé. Mais Mussolini lui-même avait entendu parler du tonneau volant et voulait voir ce qu'il pouvait faire. L'ordre fut donné. Le vol aurait lieu comme prévu. Antonini grimpa dans le cockpit étriqué, attacha son harnais et pria silencieusement. Autour de la piste, des centaines de spectateurs s'étaient rassemblés, attirés par les rumeurs d'un désastre imminent. Stipa se tenait près de Caproni, son visage pâle trahissant une terreur qu'il tentait désespérément de cacher. Le moteur toussa, cracha, puis rugit avec un son étrangement étouffé, presque silencieux comparé aux autres avions.
L'hélice disparut dans un flou circulaire à l'intérieur du tube. Antonini poussa la manette des gaz et le tonneau commença à rouler. Le train d'atterrissage tremblait violemment, tandis que le Stipa Caproni gagnait de la vitesse sur la piste poussiéreuse de Taliedo. Antonini sentait chaque vibration remonter dans ses mains agrippées aux commandes. La visibilité était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Les bosses du fuselage tubulaire bloquaient sa vue comme des collines devant un conducteur myope. Il pilotait presque à l'aveugle, devinant sa trajectoire plus qu'il ne la voyait réellement. Le bruit du moteur restait étrangement assourdi, étouffé par les parois du cylindre qui l'entouraient. Soudain, sans prévenir, le tonneau quitta le sol. Pas de lutte dramatique, pas de secousse violente. L'appareil s'éleva simplement dans l'air avec une douceur presque surnaturelle. Dans la foule massée au bord de la piste, le silence tomba comme une pierre dans un puits. Les ingénieurs qui avaient prédit un écrasement immédiat restèrent bouche bée. Les journalistes qui préparaient déjà leurs articles moqueurs laissèrent tomber leurs carnets. Même Caproni, qui avait construit des centaines d'avions dans sa vie, écarquilla les yeux d'incrédulité. Stipa poussa un cri de triomphe sauvage qui fit sursauter tout le monde autour de lui. Antonini grimpa à 300 mètres d'altitude et commença ses manœuvres d'essai. Immédiatement, il découvrit quelque chose d'extraordinaire. Le taux de montée dépassait celui d'avions conventionnels équipés de moteurs similaires. Le tonneau grimpait vers le ciel avec une facilité déconcertante, comme s'il pesait la moitié de son poids réel. La stabilité en vol était remarquable, presque excessive. L'appareil refusait de bouger brusquement, flottant dans l'air avec une placidité bovine. Mais quand Antonini tenta un virage serré, il comprit pourquoi cette stabilité posait problème. Les commandes répondaient avec une lenteur exaspérante. Tourner le tonneau ressemblait à essayer de faire pivoter une cathédrale. Il tira sur le manche pour monter plus haut, et l'avion obéit avec la réactivité d'un éléphant endormi. Les minuscules gouvernes de profondeur et de direction n'avaient simplement pas assez de surface pour contrôler efficacement cette masse tubulaire. Après 21 minutes de vol, Antonini entama sa descente pour l'atterrissage. Ce fut le moment le plus terrifiant de toute l'épreuve. Ne voyant presque rien devant lui à cause de la forme du cockpit, il dut deviner la hauteur et la distance de la piste. Le tonneau toucha le sol avec un choc brutal qui fit claquer ses dents, rebondit 2 fois, puis roula lourdement avant de s'immobiliser. Alors, les spectateurs explosèrent en applaudissements frénétiques. Des hommes en costume couraient vers l'appareil en agitant leurs chapeaux. Les photographes se bousculaient pour capturer ce moment historique. Mais Antonini, descendant du cockpit sur des jambes tremblantes, savait déjà la vérité que personne ne voulait entendre. Ce tonneau volait, certes, mais il était parfaitement inutile. Les semaines suivantes apportèrent une série de tests méticuleux menés par l'armée de l'air italienne. Les mesures confirmèrent les observations d'Antonini. L'hélice intubée augmentait effectivement l'efficacité du moteur, exactement comme Stipa l'avait prédit dans ses calculs théoriques. La forme Venturi du tube comprimait l'air et créait une poussée supplémentaire. Plus impressionnant encore, le profil aérodynamique de la surface intérieure du cylindre contribuait à la portance, donnant à l'appareil des caractéristiques de vol inhabituelles. Le tonneau grimpait plus vite que quiconque ne l'avait anticipé et demeurait stable comme un rocher dans les turbulences qui auraient secoué n'importe quel autre avion de cette taille. Mais ses avantages étaient complètement anéantis par un défaut catastrophique, la traînée aérodynamique. Le tube lui-même agissait comme un frein géant. Peu importait combien l'hélice intubée gagnait en efficacité, le cylindre perdait tout ce gain en résistance pure. La vitesse maximale atteignait à peine 130 km/h, une performance lamentable, même pour les standards de 1932. Un pilote compara le vol dans le Stipa Caproni à pédaler sur un vélo avec un parachute attaché dans le dos. Vous pouviez pédaler aussi fort que vous vouliez, vous n'iriez jamais vite. L'armée de l'air testa différentes configurations, essaya d'agrandir les gouvernes de direction et de profondeur pour améliorer la maniabilité. Les nouvelles surfaces aidèrent un peu, mais transformèrent l'appareil d'un éléphant volant en un éléphant légèrement moins endormi. Les rapports militaires conclurent que le Stipa Caproni ne présentait aucune valeur opérationnelle. Trop lent pour être un chasseur, trop petit pour être un bombardier, trop fragile pour être un avion de reconnaissance.
C'était un échec militaire complet. Pourtant, l'intérêt international explosa. Le Comité consultatif national pour l'aéronautique américain, le NACA, envoya des ingénieurs étudier le prototype. Ils mesurèrent chaque centimètre du tube, photographièrent chaque angle, interrogèrent Stipa pendant des heures sur ses théories. Les Français manifestèrent un enthousiasme particulier, voyant dans l'hélice intubée un potentiel pour des applications futures. Les Allemands également montrèrent une curiosité dévorante, posant des questions techniques très précises sur les brevets et les calculs de Stipa. L'inventeur, grisé par cette attention mondiale, breveta rapidement son design en Italie, aux États-Unis et en Allemagne. Convaincu que son tonneau volant allait révolutionner l'aviation mondiale, il dessina des plans ambitieux pour des versions géantes équipées de 6 moteurs, capables de transporter des dizaines de passagers dans des tubes volants gigantesques traversant les océans. Aucun de ces projets grandioses ne fut jamais construit. 2 années passèrent depuis le vol historique du tonneau italien. En 1934, Stipa ouvrit un journal technique allemand et faillit s'étouffer avec son café. Un ingénieur germanique nommé Ludwig Korth venait de breveter un ventilateur caréné dont le principe ressemblait étrangement à son hélice intubée. Le système Korth utilisait exactement la même théorie, comprimer l'air à travers un tube pour augmenter l'efficacité. Stipa écrivit immédiatement des lettres furieuses aux autorités allemandes, brandissant ses propres brevets déposés 2 ans plus tôt. Les réponses qu'il reçut furent polies mais glaciales. Les Allemands affirmaient que Korth avait développé son invention indépendamment, que les similitudes étaient purement accidentelles. Stipa savait que c'était un mensonge. Il se souvenait parfaitement des ingénieurs allemands qui avaient passé des semaines à Taliedo, mesurant son prototype, copiant ses calculs, photographiant chaque détail du tube. Mais il ne pouvait rien prouver. La France lui redonna espoir cette même année. Le gouvernement français commanda à la compagnie ANF, les Mureaux, le développement d'un bombardier de nuit révolutionnaire basé directement sur les plans de Stipa. Le BN-4 devait embarquer 4 hommes d'équipage et posséder des hélices intubées qui lui donneraient des performances extraordinaires. Les spécifications techniques faisaient rêver. 18 mètres d'envergure, vitesse maximale de 375 km par heure, autonomie de 2000 km, plafond de 10 100 mètres. 2 tourelles armées télécommandées et un train d'atterrissage rétractable complétaient ce bombardier futuriste. Stipa imaginait déjà la vindication. Son tonneau ridicule avait été un simple prototype, mais ce bombardier français prouverait au monde entier la valeur de ses théories. Il dessina des esquisses montrant comment des flottes entières de bombardiers à hélices intubées domineraient les cieux européens. Puis la catastrophe frappa. La France nationalisa son industrie aéronautique et réorganisa complètement toutes les compagnies. Dans le chaos administratif qui suivit, le projet BN.4 fut abandonné avant même qu'un seul prototype ne soit assemblé. Les ingénieurs d'ANF, les Mureaux, reçurent l'ordre de détruire tous les plans et de se concentrer sur des designs conventionnels. Stipa apprit la nouvelle par télégramme. Il resta assis dans son bureau pendant des heures, fixant le mur, incapable de parler. Son unique chance de prouver l'utilité de son invention venait de s'évaporer comme de la fumée. Le tonneau original continuait de voler occasionnellement pour des démonstrations, mais tout le monde savait que c'était une curiosité sans avenir, un jouet scientifique trop lent et trop bizarre pour un usage réel. Les années suivantes apportèrent des humiliations supplémentaires. En Allemagne, les usines commençaient à produire en masse des systèmes de bus Korth pour des applications maritimes et industrielles. Korth devint célèbre et prospère, tandis que Stipa, l'inventeur original, était oublié. Pire encore, quand les Allemands lancèrent leurs bombes volantes Saint-1 pendant la guerre, Stipa reconnut immédiatement certains principes de son hélice intubée dans le pulsoréacteur. Il hurla au vol de brevets, écrivit des lettres incendiaires aux journaux, supplia l'Italie d'agir. Personne ne l'écouta. Les experts soulignèrent que le pulsoréacteur utilisait des explosions contrôlées plutôt qu'une hélice mécanique, que la ressemblance était superficielle. Mais Stipa ne les croyait pas. Il voyait son tube dans chaque nouveau moteur, chaque nouvelle invention. En 1940, des rumeurs circulèrent concernant un mystérieux chasseur allemand,
désigné simplement par la lettre T. Quelques croquis fuités montraient un appareil qui évoquait étrangement les créations de Stipa, avec un fuselage tubulaire et un système de propulsion inhabituel. Le projet était lié à Victor Schauberger, un inventeur autrichien que beaucoup considéraient comme un charlatan obsédé par les soucoupes volantes. Stipa tenta d'obtenir plus d'informations, mais ne trouva que des rumeurs contradictoires et des dessins flous. Le chasseur T ne fut jamais construit, s'il avait même existé au-delà du stade conceptuel. Cette même année apporta une étrange consolation. Les Italiens firent voler le Caproni Campini numéro 1, un descendant direct du tonneau original. Cet appareil utilisait un moteur radial conventionnel pour entraîner un compresseur à ventilateur caréné à pas variable installé dans le fuselage. Le système injectait du carburant supplémentaire dans l'air comprimé qui brûlait dans une chambre de combustion située dans la queue. Le numéro 1 était complètement impraticable, trop lourd et trop lent. Mais il donnait techniquement aux Italiens le droit de se vanter d'avoir fait voler le premier avion équipé d'une post-combustion. Stipa assista au vol inaugural et pleura. Son tonneau ridicule avait engendré ce monstre également ridicule. La guerre se termina en 1945, laissant l'Europe en ruine et l'aviation transformée à jamais. Les avions à réaction allemands et britanniques avaient dominé les dernières années du conflit, atteignant des vitesses que personne n'aurait imaginées une décennie plus tôt. Stipa, maintenant âgé et amer, lisait les articles techniques décrivant ces nouveaux moteurs révolutionnaires et reconnaissait partout les principes qu'il avait découverts 13 ans auparavant dans son bureau milanais. Les turboréacteurs comprimaient l'air à travers des tubes soigneusement profilés, exactement comme son hélice intubée. Les turbofanes modernes utilisaient des conduits Venturi pour maximiser l'efficacité, exactement comme son tonneau volant. Chaque fois qu'un avion à réaction rugissait dans le ciel italien, Stipa serrait les poings et murmurait que c'était son invention, volée et perfectionnée par d'autres. Il écrivit des lettres aux compagnies aéronautiques britanniques et américaines, expliquant avec une précision obsessionnelle comment leurs moteurs dérivaient directement de ces brevets de 1932. Les réponses furent polies mais fermes. Les ingénieurs lui expliquèrent patiemment que les turboréacteurs fonctionnaient selon des principes thermodynamiques complètement différents, que la compression provenait de turbines rotatives plutôt que d'hélices mécaniques. Stipa refusa d'accepter ces distinctions. Pour lui, un tube restait un tube. Une compression demeurait une compression. Il contacta des avocats pour poursuivre les fabricants de moteurs en justice, mais aucun ne voulut prendre son cas. Les similitudes étaient trop vagues, les différences techniques trop importantes. Un avocat lui dit, franchement, qu'affirmer avoir inventé le moteur à réaction, parce qu'il avait construit un tonneau volant avec une hélice dans un tube, revenait à prétendre avoir inventé l'automobile parce qu'on avait attaché des roues à un cheval. Les années 1950 et 1960 passèrent dans une frustration croissante. Stipa regardait l'aviation commerciale exploser. Des millions de passagers voyageaient chaque année dans des avions équipés de turbofanes dont les conduits ressemblaient étrangement à son Venturi. Boeing, Douglas, Lockheed devenaient des géants industriels milliardaires en utilisant des technologies que Stipa considérait comme siennes. Pendant ce temps, lui vivait modestement de sa pension de retraité, ignoré par l'industrie qu'il croyait avoir révolutionnée. Quelques historiens de l'aviation mentionnaient le Stipa Caproni dans des livres spécialisés, généralement dans des chapitres consacrés au design bizarre et aux échecs amusants. On le décrivait comme une curiosité, une aberration aérodynamique, le tonneau volant qui n'aurait jamais dû quitter le sol. Personne ne le créditait comme le précurseur des moteurs modernes. Certains ingénieurs académiques commencèrent néanmoins à remarquer les similitudes troublantes. Des articles techniques dans des revues obscures soulignaient que la forme du conduit de Stipa anticipait remarquablement celle des turbofanes contemporains. Les calculs de compression et d'accélération du flux d'air que l'Italien avait publiés en 1932 montraient une compréhension sophistiquée des principes qui sous-tendèrent maintenant les moteurs à réaction. Un professeur américain écrivit même que Stipa méritait d'être reconnu comme un visionnaire incompris, un homme qui avait vu l'avenir de l'aviation, mais avait manqué les outils technologiques pour le réaliser pleinement.
Ces rares validations académiques arrivèrent trop tard et trop discrètement pour changer quoi que ce soit. Stipa les découpa et les colla dans un album qu'il gardait dans son bureau. Preuve pathétique qu'il avait eu raison depuis le début. Le tonneau original avait disparu depuis longtemps, probablement détruit pendant la guerre ou abandonné dans un hangar oublié jusqu'à ce que la rouille le réduise en poussière. Aucun musée italien ne voulait exposer cette relique embarrassante d'une époque où le pays cherchait désespérément à prouver sa supériorité technologique avec des projets ridicules. L'aviation moderne avait évolué vers l'élégance aérodynamique, les lignes pures, les formes profilées qui fendaient l'air comme des couteaux. Personne ne voulait se souvenir d'un cylindre bleu et crème qui ressemblait à une blague volante. Stipa mourut en 1992, à l'âge de 96 ans, emportant avec lui son amertume et sa conviction inébranlable qu'il avait été volé par le monde entier. Mais son histoire ne se termina pas avec sa mort. En Australie, une femme nommée Lynette Zuccoli et la compagnie Aerotech Queensland décidèrent de ressusciter le tonneau volant. Ils construisirent une réplique au 7e de la taille originale, reproduisant fidèlement chaque courbe absurde, chaque proportion grotesque, jusqu'au schéma de peinture bleu ciel et crème. La réplique vola 2 fois avant d'être retirée définitivement et placée en exposition statique à l'aérodrome de Toowoomba. Les visiteurs qui la découvrent aujourd'hui rient invariablement en voyant cette chose impossible, ce tonneau avec des ailes qui défient toute logique esthétique. Mais ensuite, ils lisent la plaque explicative et apprennent l'histoire étrange de Luigi Stipa, l'ingénieur visionnaire que personne n'a cru, dont l'invention ridicule contenait les germes de toute l'aviation moderne. Chaque Boeing 747 qui traverse le ciel utilise des turbofans, dont les conduits fonctionnent selon les principes découverts par un Italien obstiné dans un bureau milanais il y a près d'un siècle. Le tonneau inutile qui ne pouvait pas voler assez vite pour servir à quoi que ce soit avait néanmoins changé le monde.